практического характера для тех, кто смотрит нас на разных языках. Наша сегодняшняя встреча проходит на русском языке с французским переводом. Спасибо нашей переводчице, которая работает с нами сегодня. Notre rencontre aujourd'hui se fait en russe avec une traduction simultanée en français et je remercie d'avance notre collègue, l'interprète. Si vous voulez nous suivre en français, s'il vous plaît, choisissez la piste française en cliquant sur l'icône de globe en bas à droite de votre écran. Если вы хотите слушать нас на французском, пожалуйста, кликните на иконку с изображением глобуса внизу справа вашего экрана и выберите французскую версию. Si vous voulez nous suivre en russe, vous devez en faire autant, choisir l'icône de globe et choisir la piste russe. Если вы хотите продолжать нас слушать на русском, пожалуйста, сделайте так же, выберите русскую версию на иконке с изображением глобуса. Или, если вы меня слышите сейчас, продолжайте нас слушать на это. Теперь самое главное и Donc самое maintenant, la chose la plus importante et la plus agréable, donc c'est la présentation des intervenants d'aujourd'hui. Notre conférence aujourd'hui est consacrée à l'un des sujets les plus intéressants aux découvertes les plus fascinantes qui ont eu lieu dans les temps modernes. C'est la découverte de l'Antarctique qui a eu lieu il y a 200 ans et aujourd'hui nos collègues du musée de l'océan mondial vont nous parler de l'expédition autour du monde, les voiles du monde qui a été organisé pour le 200e anniversaire de la découverte de l'Antarctique. Et aujourd'hui, nous avons notre intervenant, Pavel Matveits. Et tout d'abord, je voudrais vous présenter le vice-directeur général du musée de l'océan mondial, c'est Alexei Boudanov. Merci beaucoup, Alexei. Je vous passe la parole. Bonjour, Vera Georgievna. Bonjour, chers invités de cette conférence d'aujourd'hui. Je voudrais vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue de la part de la direction de notre musée. Je voudrais dire que notre musée essaie de vraiment justifier son nom de musée d'océan mondial. Nous préparons nos projets éducatifs en dehors de Kaliningrad et de la Russie. Et si c'est possible, bien sûr, nous transportons nos expositions par les voies aériennes et maritimes. Donc, et nous organisons nos expositions dans nos maisons russes dans les pays différents du monde. Et si ce n'est pas possible d'organiser ce genre d'exposition en vraie vie, nous organisons ce genre de conférences virtuelles comme aujourd'hui. Donc, je vous présente notre chercheur principal qui va nous parler de la 205e anniversaire de l'Antarctique. C'est mon collègue Pavel Matveits. Et donc, cet intervenant est une personne également très importante et il a participé à la navigation qui est consacrée à la découverte de l'Antarctique de son 205e anniversaire. Donc, une personne qui a participé dans ce genre de tour du monde est devenue un voyageur chevronné qui connaît toutes les nuances de la vie sur un voilier. Et comme il a également présenté notre musée, il a réalisé un gros travail scientifique. Il est le popularisateur de notre océan mondial, notre musée de l'océan mondial, très largement dans le monde.
Bonsoir, je suis contente d'aujourd'hui de vous parler de cette expédition de Belzhausen et de Lazarev. Et la deuxième partie de cette conférence va être consacrée à l'expédition mémoriale de Voile du Monde dans laquelle j'ai participé, à l'expédition qui a duré un an. Donc, on va planifier ainsi notre conférence d'aujourd'hui. Je serais ravie si les spectateurs d'aujourd'hui vont avoir des questions. Je vais bien sûr garder un peu de temps pour vos questions à la fin de cette conférence. Donc, on va passer à notre présentation. Et pendant ce temps-là, je voudrais vous préciser que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je vois déjà deux questions et on peut également lever votre main en utilisant l'icône correspondante en bas de votre écran si vous voulez qu'on vous passe la parole et poser votre question oralement ou aussi vous voulez faire un commentaire. Dans ce cas, vous pouvez le faire en appuyant sur l'icône en bas de l'écran et donc on serait content de répondre à toutes vos questions. Parfait. Merci. J'ai beaucoup de matériel. J'essaierai de raconter d'une manière compacte. Dans la première partie, je pense que je vous raconterai beaucoup de nouvelles informations parce que ces données, ces informations sont plutôt encyclopédiques. Je pense que nos chers spectateurs connaissent très bien l'histoire. Mais pour mieux comprendre la deuxième partie, on va quand même réfléchir dans nos mémoires certains de ces éléments. Et on va commencer par le fait que toute cette histoire pour les marins russes a commencé même pas en 1819 où cette expédition a débuté dans lequel l'Antarctique sera découverte, mais même plus tôt. Je pense à la première expédition autour du monde de Ivan Krusenstern et Lesansky. En 1803, elle a commencé et il y a eu deux bateaux russes qui ont fait le tour du monde. Et ils ont découvert pendant ces... Ils avaient en fait commencé une période de tour du monde. La Russie était un peu à la traîne en ce qui concerne le tour du monde parce que le premier tour du monde qui a été sous le commandement de Magellan, Fernand Magellan, en 1519, c'est-à-dire il y a 400 ans plus tôt. Mais après l'expédition de Krusenstern et Lesansky, les marins russes ont commencé à en fait raccourcir ces lacunes, en fait enlever ces lacunes. Et donc aujourd'hui, on va parler de la découverte la plus importante qui peut être comparée seulement avec la découverte de l'Amérique ou de l'Inde selon son importance. Donc les héros d'aujourd'hui, c'est messieurs Bellingshausen et Mikhail Lazarev qui étaient très différents. Monsieur Bellingshausen était un Allemand russe qui était grandi sur les côtes maritimes. Et Monsieur Lazarev est né dans la province russe et comme beaucoup de grands capitaines, loin de la mer. Donc, ces gens-là étaient nés dans des provinces profondes et ensuite ils retrouvaient la mer et faisaient leur exploit sur les surfaces maritimes. Donc, pour Mikhail, son père est mort très tôt.
Bien sûr, c'est un grand malheur, mais en fait, l'ami de son frère, Monsieur Derjaven, l'avait pris dans une école maritime. Et donc, ce qui va définir le destin de cette expédition qui va apporter la gloire mondiale à la flotte russe. Je devrais également mentionner le lien qui existait entre ces deux capitaines. Euh, Münchhausen était un cadet sur le bateau de Nadezhda, c'est le nom de ce bateau. Et donc, il avait déjà de l'expérience. Et Lazarev également. Après la guerre de 1812, il a fait un tour du monde. Maintenant, on va parler justement de la découverte de l'Antarctique, l'histoire d'une terre riche, peuplée par des animaux, habitée par des animaux fantastiques. C'était cela l'idée de ce continent. Et donc, même dans l'Antiquité, les scientifiques, les savants, ils savaient que la Terre avait la forme d'une balle et on savait que peut-être dans l'hémisphère sud, on devrait également retrouver des continents de la Terre. Et dans l'Antiquité, il n'y avait pas eu la possibilité de naviguer très loin. Et donc, on a retrouvé cette idée dans l'époque des découvertes, alors qu'on a retrouvé l'Amérique, l'Asie-Pacifique. Et au début, les Portugais, les Espagnols avaient cherché en utilisant des informations très différentes, des autochtones de l'Amérique, par exemple. Et les Espagnols avaient commencé de chercher cette terre du Sud dans l'hémisphère sud. Mais il était difficile parce que, en fait, les Espagnols naviguaient sur des voiliers qui dépendaient du vent et donc également les routes étaient très limitées, mais les progrès techniques ont amélioré les bateaux et les équipements et donc le 18e siècle s'est montré très ambitieux. Par exemple, grâce à James Cook, on a découvert beaucoup de terres dans l'hémisphère sud. Et donc, finalement, cette question de retrouver la Terre du Sud a été encore soulevée. Et finalement, les deux bateaux voiliers Resolution et Adventure ont fait le tour du monde. Et il faut dire que l'expédition du Cook, c'était Cook qui était le commandant. Donc pendant cette expédition, James Cook, il a passé une distance navigué sur une distance qui représente 3 fois le tour du monde. Et donc, il a pu, en quelques moments, il s'est approché de seulement 75 miles nautiques. Donc, il était très près de l'Antarctique, mais il n'avait pas découvert. Et donc, ce que je vous montre ici avec la flèche, il a découvert des îles Falkland qui sont très près du pôle sud. Et après cela, il a dit que peut-être la Terre existe bien là-bas, mais c'est sûr et certain qu'il n'y a pas d'animaux sur cette terre, il n'y a pas des plantes tropiques et
il a également dit qu'il ne pensait pas qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient passer plus loin que lui. Mais comme on voit, maintenant, il avait tort. Bon, il n'avait pas tort concernant le climat, mais concernant les possibilités de découvrir cette terre. Et après, après la guerre, les tours du monde par la mer ont été renouvelés et donc les bateaux qui ont participé dans cette expédition, dans la deuxième expédition autour du monde, ont participé 2 bateaux et donc ces 2 bateaux ont été produits en Russie. Contrairement aux 2 bateaux précédents qui avaient été produits à l'étranger. Donc, la plupart de cette expédition naviguera sur ces bateaux qui ne sont pas gros, environ 40 mètres en longueur, avec environ une cinquantaine de personnes au bord et avec un minimum de confort. Donc, bien sûr, parce que ces bateaux n'avaient pas été construits pour le confort, mais pour des expéditions autour du monde. Et donc, ces expéditions étaient prévues pour environ 2 ans et demi, 3 ans, sous condition qu'il y aura déjà un retour sur la Terre de membres de ces expéditions. Donc, les participants devaient avoir une bonne récompense et il fallait bien prendre soin de la santé de l'équipe. On prenait les personnes du nord de la Russie qui savaient guérir en fait avec des remèdes de grand-mère et même avec cela, la moitié à peu près de l'équipage mourait. Mais ensuite, au début du XVIIIe siècle, des mesures ont été prises pour justement réduire la mortalité de l'équipage. Et Krusenstern avait également quelques connaissances pour combattre les maladies maritimes et pour éviter la mortalité crue sur ces expéditions. Si on compare la route de James Cook, on peut voir qu'il y a beaucoup de similitudes, mais on va passer progressivement. Je vais vous expliquer progressivement parce que je voudrais vous dire qu'on va faire un tour du monde avec vous, avec Beletsgausen et Lazarev. Et ensuite, je vais vous montrer quelque chose de spécial parce que pour notre réunion d'aujourd'hui, j'ai choisi pour illustrer les événements de cette expédition, les dessins de son participant, Monsieur Mikhailov. On va voir ces reproductions de ces dessins qui sont conservés dans 2 musées différents. Donc, on va les voir aujourd'hui avec vous et on va faire également ce voyage dans le monde comme il était il y a 200 ans. Donc, on est parti depuis Balt en début de juillet. On a bien calculé le temps pour que arriver dans les pendant l'hiver parce que pendant ce temps-là, il sera l'été dans l'hémisphère sud. C'est le meilleur moment pour ce genre de navigation. Et ils devaient passer par l'Angleterre où ils avaient pris le nouvel équipement, les cartes, parce que l'Angleterre était un empire maritime et elle possédait des informations les plus
nouvelles informations. Donc, ils pouvaient également faire quelques réparations, prendre les provisions et après passer par les îles Canaries, par Tenerife, en traversant l'océan Atlantique et pour arriver à Rio de Janeiro, ensuite passer vers le sud, vers les îles de Georges et euh, donc qui avait été découvert par James Cook. Et donc, finalement, l'Antarctique. Donc, ce jour en fait, est devenu le jour quand on fête cette découverte de l'Antarctique. Et bon, ensuite, ils ont essayé de retrouver la Terre, mais il était difficile de faire parce que les conditions étaient très difficiles et en même temps, les deux bateaux ne devaient pas se séparer. Donc, il y avait des tempêtes, de brouillard. Il y avait deux voiliers qui avaient beaucoup de difficultés pour naviguer. Ils n'avaient pas en fait, communication satellite. Ils n'avaient pas de communication radio. Ils utilisaient juste des tirs de canon. Et donc, ils sont passés ensemble jusqu'à cette partie-là que je vous montre pour couvrir le territoire plus vaste. Et donc, pratiquement pendant toute l'expédition, les deux bateaux étaient en fait navigués ensemble, ce qui était vraiment une maîtrise de très haut niveau. Donc, ensuite, après l'été vient l'hiver qui est très sévère dans l'hémisphère sud. Et donc, ils partent, ces deux bateaux, en Australie, d'où ils partent vers la Nouvelle-Zélande et après, ils contournent l'Océanie, la Polynésie, où on voit des îles Tuamotu. Et dans cet archipel, nous savons que maintenant que l'Antarctique a été découverte, mais peu de personnes se souviennent que il y a eu une cinquantaine de nouvelles îles qui ont été découvertes à cette époque-là et toutes ces îles ont été nommées selon les héros de la guerre de 1812. Mais voilà, justement, ce fait a eu lieu, de ces découvertes des îles. Et ensuite, il arrive à l'île de Tahiti. Donc, cette île est très attractive pour tous les empires de l'époque. Il y avait une grande population. Il y a eu des bonnes réserves où on peut en fait renouveler les réserves de produits alimentaires. Et donc, pour cette raison, cette île était très intéressante pour beaucoup des empires. Et donc, on a lutté pour cette île. Finalement, les deux bateaux ont nécessité une réparation et donc un an après, encore une fois, nos marins passent à la terre encore une fois et ils vont aller en fait à l'île et ensuite ils vont retourner chez eux. Donc, de quoi pourrait-on parler avant qu'on commence suivre les photos? Et donc, dans cette expédition devaient participer les scientifiques parce que cette expédition était bien scientifique de recherche.
Et une des en fait, phases de cette expédition et certains scientifiques européens devaient rejoindre le bateau, mais à un certain moment, leur participation a été annulée pour une raison quelconque. Et ensuite, il y avait un scientifique russe, Evan Simonov, qui a finalement pris leur place. Et donc, vous voyez ici à droite ce symbole du symbole aristocrate de ce scientifique. Donc, c'est et donc la partie scientifique a été bien réalisée justement grâce à lui. La deuxième personne grâce à laquelle nous connaissons autant sur cette expédition, c'est Pavel Mikhailov. Peut-être il est justement le premier parce que c'est grâce à lui qu'on peut voir les réalités auxquelles ont fait face les participants, donc les animaux, les endroits. Donc lui est en fait le ressortissant de l'Académie des Beaux-Arts de l'empereur. Et donc à la veille du début de ce tour du monde, Mikhailov était un peintre peu connu qui peignait des miniatures romantiques, des portraits des Anglais, parce que la photographie n'existait pas encore, et donc ce genre était très populaire, le genre de sa peinture. Donc, on ne sait pas qui exactement l'avait invité ou recommandé pour participer à cette expédition, mais on a connu cette personne après que ce personnage a reçu beaucoup d'instructions. Parce que en fait, la tâche d'un peintre dans cette expédition, ce n'est pas seulement retrouver de l'inspiration. Sa tâche était de dessiner tout ce qu'il voyait. Cela concerne les paysages, et les fortifications côtières dans les endroits visités, en fait, les armes et toutes ces informations. Bien sûr, Pavel Nikolaevitch était une personne formidable. Il a travaillé sans s'arrêter et dans des conditions difficiles, avec peu de lumière, avec beaucoup de bruit. Alors que il fallait être très concentré pour faire ce genre de dessin. Et bien sûr, on peut parler juste des croquis qui étaient dessinés sur le bord, mais ensuite il fallait les finir. Et ces dessins uniques ont été publiés après l'expédition, donc dans un atlas. Et il a été publié cet atlas pour le première personne de l'État, où on peut retrouver toute les lithographies faites à partir des dessins de Mikhailov. Aujourd'hui, ici, on voit la vue de la ville Rio de Janeiro, où ils se sont arrêtés. Et au Brésil, le consul était Georg Langsdorff, à l'époque une personne étonnante, le participant du premier tour du monde russe à côté de Krozestern.
Et pendant la visite de Krusenstern au Brésil, il est tellement tombé amoureux dans ce pays qui, pour sa récompense, il avait demandé de devenir le consul dans ce pays. Et bien sûr, il a beaucoup aidé tous les capitaines qui venaient arriver dans ce pays. Et donc, en fait, il était le médecin par sa formation initiale et donc c'est lui qui va servir la Russie, qui a fait beaucoup pour en fait apprendre le Brésil, sur le Brésil. Et ensuite, on va passer à l'île de George du Sud. C'était le 5 décembre 1819, après environ 6 mois de navigation. Et donc, James Cook avait déjà dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, pas grand-chose à voir. C'était l'été et donc on voit que les montagnes sont bien enneigées. Et ensuite, il y aura des abatteurs de baleines qui vont passer par cette île. Ensuite, il faut dire que James Cook avait très rapidement, brièvement vu l'île parce que c'était la fin de son expédition et nos marins ont précisé beaucoup de choses sur la carte. On retrouve l'île haute qui avait été nommée avant Torsena et donc cette île sur cette île, on envoyait les prisonniers auparavant. Ensuite, la ville de Saunders. Et il est très intéressant de vous bien regarder ces dessins de Mikhailov. On voit toutes les coordonnées, tous les détails. Ce sont les dessins scientifiques. Ces dessins ont été petits, d'un carnet très petit, de taille d'environ d'un téléphone mobile. Et donc, on peut quand même voir les paysages. Voilà, c'est un tout petit dessin à droite de son carnet et à gauche la lithographie qui sera publiée plus tard dans un journal. Et donc maintenant, on s'approche de l'île enneigée. Je pense que peut-être aujourd'hui, le capitaine aurait pu perdre sa licence de navigation parce qu'il était trop près des icebergs. Mais si on peut encore bien regarder, on peut voir que nos marins jouent sur un iceberg avec des balles de boules de neige mais en même temps, ils se font des provisions de l'eau douce parce que ainsi, ils vont éviter ce problème de manque de l'eau douce. Ils se sont approvisionnés de cette belle eau. Et en même temps, et quand même, ils avaient risqué leur vie en faisant cela. Donc, le 15 janvier 1824. Et donc, si on regarde la route de l'expédition, c'est ainsi à quoi elle ressemble. Et donc, on peut ensuite voir qu'ils sont arrivés en Australie où les autochtones vivent encore à l'âge de pierre, en fait. Et tout cela a été dessiné par Mikhailov. Pourtant, ces autochtones sont dessinés un peu dans le style de l'Antiquité. Donc, leur coiffure, leurs habits ressemblent à la période de l'Antiquité. Donc, ici, on accueille
euh, les habitants de ces îles, les Maoris, qui sont en fait assez sévères, qui peuvent être dangereux, mais dans leur cas, tout s'est bien passé. Ensuite, ils sont passés sur l'île de Molaire et sur l'île de Tahiti. Ici, le cap Vénus, où est en fait arrivé James Cook pour passer, pour voir le passage de Vénus à travers le disque de Soleil. Donc, euh, ici, on voit le roi et la reine de Tahiti. Donc, les deux capitaines sont accueillis par la famille royale et le peuple les observe. Et ensuite, l'île de Pierre, Pierre Ier. Et donc, tout cela représente des grandes découvertes. Et maintenant, on va parler dans cette deuxième partie, l'expédition dans laquelle moi-même j'ai participé. C'était il y a 5 ans. Donc ici, sur le logo, on voit les trois voiliers dans le centre, nous voyons le voilier qui s'appelle Sedov. Notre expédition a duré 350 jours, mais chaque voilier avait sa propre route. Krusenstern et Sedov avaient des voiliers qui appartenaient à Kaliningrad. Donc, c'est pour cette raison qu'ils avaient commencé et fini leur tour à Kaliningrad pour faire un tour du monde et faire passer les 7 régions. Et donc, cette expédition est considérée une expédition autour du monde, mais seulement un seul voilier qui avait fait ce tour du monde. Seulement Sedov et Palade ont fait ce tour, mais la route de Sedov a été corrigée et rectifiée. Dans chaque expédition, il y a toujours des moments importants. Pour nous, c'était près de îles de Saint-Georges. C'est très près de l'Antarctique où on devait en fait voir cette île. C'était le 20 février 2020. On devait passer 200 miles au nom du 200e anniversaire de la découverte de l'Antarctique. C'était la dernière photo faite avec le beau temps. Et quelques minutes plus tard, nous aurons une grosse tempête et donc, les voiliers étaient complètement couverts par les vagues, on ne les voyait pas. Et la hauteur de Sedov était environ 60 mètres. Et pratiquement, les vagues cachaient complètement ce bateau. Et donc, ces 200 miles sont passés très rapidement. Et on a déchiré les voiles. Et après, tous les bateaux ont été séparés. Chacun est parti selon sa propre route. Et donc, ici, sur cette carte, on peut voir notre route. Krusenstern et Sedov sont partis de Kaliningrad, ont traversé l'océan Atlantique et sont arrivés ici où je vous montre où on s'est réunis avec les autres bateaux. Et ici est arrivé Palada également, notre bateau, et Sedov. Et nous avons eu une route qui ressemblait beaucoup avec la route de Krusenstern. Et donc, après
son tour du monde Krusenstern est retourné en Kaliningrad, mais nous, on traverse l'océan Indien, on passe dans le Pacifique. Et pour Pallada, c'était la fin du tour du monde à Vladivostok. Et nous, on devait passer à traverser le Pacifique jusqu'à Acapulco, mais il y a eu l'épidémie, donc on ne pouvait plus rentrer dans les ports. Nous n'avons pas, en fait, arrivé sur l'île de Maurice et on ne savait pas ce qui allait arriver si on arrive à Acapulco. Nous n'aurons plus l'eau douce, donc c'était dangereux pour nous. On attendait la décision et en attendant, Sedov est parti vers les côtes de Corée du Sud et ensuite on a décidé qu'on va suivre notre propre parcours. On va passer par Kamtchatka, par Chukotka et on va rentrer dans la mer Arctique. Et donc, c'est pour la première fois que le bateau va traverser les 4 océans et va répéter l'exploit d'un Suédois qui avait essayé de le faire, mais dans le sens inverse. Et donc, il s'est arrêté à Chukotka et arrêté par les glaces. Mais nous, on a eu un temps doux. Il n'a pas eu encore de la glace sur la mer, donc on a pu traverser cet océan arctique. Donc nous avons eu 2 capitaines, Evgeny Romashkin et Victor Yukolin. Nous avons décidé de suivre notre route sur l'océan Arctique. Et donc, notre capitaine nous a navigué dans toutes les mers de l'Arctique. Notre mécanicien principal à gauche, Pavel Starostin et Alexandre Lebedev, c'est notre maître de voile, Igor Yevdokimov. Nous avons eu également Viktor Yeshenkov qui faisait partie de notre groupe de manœuvriers. Et donc, c'est l'un des membres de notre équipe de manœuvriers n'est plus encore de ce monde, malheureusement. Donc, bien sûr, je voudrais vous raconter beaucoup plus sur toutes ces personnes et elles étaient toutes impressionnantes. Bien sûr, avant, les bateaux étaient tous en bois, soi-disant les dinosaures des temps anciens qui ont été préservés. Et au total, notre équipe était de 170 personnes. Ce voilier école est un voilier, en fait, c'est pas un voilier scientifique. Donc, comme nous ne pouvions plus entrer dans aucun sport, tout le monde s'est préparé, en fait, s'est débarrassé de toutes les mauvaises habitudes entre-temps et on était prêt de continuer. Donc, on a essayé de découvrir le monde comme cela a été fait par Mikhailov et les scientifiques d'il y a 200 ans avec les équipements très simples avec leurs yeux. Et Sedov, ce bateau est un gros bateau de 117 mètres avec la clim, environ 5 km² de voile. Bien sûr, c'était beaucoup plus confortable pour l'équipe. Nous avons passé par beaucoup d'endroits intéressants, les 4 océans, les détroit de Beringov et le plus joli, je pense, c'était la Kamtchatka. Et
la tâche principale du groupe du musée, en dehors des collections. Et bien sûr, nous avons collecté plein d'informations biologiques, zoologiques, et nous avons organisé et ici dans cette salle en fait, de conférence, nous voyons dans cette salle des reproductions de Mikhailov. Donc, nous avons eu beaucoup de réunions et donc nous avons passé à Montevideo, au Cap, alors que c'était encore possible. Et donc, tout cela, donc, nous avons vu avec nos propres yeux. Vous voyez une éruption. Nous avons vu également une éruption d'un volcan sur l'île de Maurice. Nous avons également rencontré des baleines dont la rencontre on avait attendu pendant 8 mois. Et donc, et ensuite, dans la mer de Chukotka, une fois, on a vu 400 baleines pendant une seule journée. Et donc, on a comparé nos propres dessins avec les dessins qui avaient été faits il y a 200 ans par d'autres participants, par d'autres expéditions. Et donc, c'est un des membres de notre équipe qui a réalisé ce travail très minutieux parce que ces feuilles étaient grandes. Et nous avons également utilisé notre bateau gonflable pour faire des petites excursions. J'aurais pu vous dire beaucoup d'histoires drôles sur ces expéditions. Et également, nous avons visité beaucoup d'endroits fascinants, dont la ville de Las Palmas le 31 décembre où nous avons fêté le réveillon. Et donc, voilà. L'un des navigateurs pensait que cet endroit était l'Inde, mais ce n'était pas le cas. Et donc, on est passé à Montevideo. On considère que Montevideo, c'est ce nom de ville, et Magellan qui avait nommé cette ville ainsi parce que quand il est dit au portugais Montevideo, c'est-à-dire en traduisant du portugais, je vois la montagne. Et ici, on voit le cap, la Table Mountain. Ici, les animaux, les plantes, le port de Vladivostok, l'île russe. Ensuite, le parcours en fait de nord par la mer qui a duré quelques mois seulement. Et donc, nos bateaux étaient très proches Notre bateau était très proche de la terre. On pouvait bien voir les ours, les animaux, les autres animaux. Et chaque expédition finit par le traitement de tout le matériel réuni. Et comme il y a 200 ans, nous avons apporté, nous aussi, beaucoup de matériel. Et avec nos collègues ici au musée, nous les avons traités pendant 1 an. Pour organiser l'excursion, pour consacrer à cette expédition. C'est ici que nous avons organisé les réunions, les rencontres des participants, des organisateurs. Et donc, le ministère est responsable, le département est responsable pour la pêche. Et où on prépare les spécialistes de la pêche, c'est l'université et
l'Académie de la pêche, dont en fait ces deux entités étaient les organisateurs de cette expédition. Et euh, l'exposition ne s'est pas achevée ici. Elle a également été organisée en dehors de notre musée et elle a également été organisée dans beaucoup de villes russes. Et je pense que euh, en sa version virtuelle, cette exposition pourrait être organisée dans d'autres villes et pays étrangers. Donc, ceci est l'expédition qui a eu lieu il y a 200 ans. Bien sûr, chaque expédition est la suite de certains idées. Et donc, l'expédition de euh, Stern a été la suite des rêves de Cook et notre expédition a été la suite de euh, Vostok et Myrny, parce que vous savez que les deux premières stations sur le pôle Nord étaient nommées après ces deux bateaux. Et il y a eu également beaucoup d'informations qui ont été classifiées après la fin de l'expédition, mais après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons commencé à penser aux personnes qui avaient découvert l'Antarctique. Et c'est ici qu'on a encore retrouvé des dessins de Mikhailov et de Bosgausen. C'est pour cette raison que le passé doit toujours être chéri et préservé. Le musée, c'est notre mémoire vivante et on est très content que notre rencontre d'aujourd'hui pourrait servir à nos spectateurs comme une motivation de venir nous voir en personne. Merci beaucoup pour votre patience, pour votre attention. Je serais ravie de répondre à vos questions s'il y en a. Merci beaucoup, Pavel Sergeyevich. Je vous écoutais et je pensais que j'ai eu de la chance dans ma vie que je ne suis pas un garçon de 14-16 ans parce que si c'était le cas, ma vie aurait été prédéterminée. Il est impossible il aurait été impossible de me retrouver dans ma profession d'aujourd'hui parce que, en vous écoutant, il n'est pas possible de penser à autre chose. Après votre conférence, on peut penser juste à ces tours du monde et à ces découvertes géographiques. Mais en étant, sur la note sérieuse, on peut dire, je voudrais vous remercier pour toutes ces informations et pour tout cet optimisme, pour votre amour envers la vie qu'on pouvait retrouver dans tous vos mots et bien sûr dans toutes vos paroles. Donc, vous avez incarné l'esprit de votre expédition et le but de votre expédition. Et maintenant, nous avons quelques questions. Vous avez déjà partiellement répondu quelle est la différence entre le peintre d'expédition et un peintre normal. Si possible, brièvement, si vous pouvez répondre. Je pense que la différence, c'est l'amour envers la vie, parce que en donnant son accord pour participer à l'expédition, il ne sait pas toujours ce qu'il attend. Il vivra dans des conditions difficiles, mais ce n'est pas la plus dure. Le plus dur, c'est cette multitude d'impressions parce qu'il faut bien, faire traverser toutes ces informations, tous ces matériels dans sa tête pour faire ressortir quelque chose ensuite. Et le peintre d'une expédition doit réagir
tout de suite. Moi, j'avais essayé, j'ai pris un crayon parce que j'avais fait mes études dans un institut de beaux-arts, mais j'étais toujours intéressée en fait, jouer un rôle dans peintre d'expédition. Et donc, j'ai pris un crayon d'un maman sur un bateau de, qui avait déjà 100 ans d'âge et donc il était très difficile de se concentrer parce qu'il y avait autant de beauté partout, le paysage change alors que le bateau en fait bougeait très lentement avec une vitesse de 10 nœuds, mais également parfois on pouvait pas travailler parce que il y avait la tempête, on devait tout mémoriser parce que aucune technique ne peut être comparée au cerveau humain et c'était vraiment très dommage pour moi que ma préparation professionnelle ne m'a permis pas de bien travailler. Mais en même temps, sur le bateau, il y a beaucoup de monde. On ne peut pas utiliser une peinture qui sent trop mauvais ou qui sèche trop longtemps. Donc, quand on a passé par tout cela, on peut comprendre les peintres de l'époque qui, dès qu'ils rentraient dans le port, ils essayaient de tout et dessiner sur une toile parce que ensuite, tous ces papiers vont être en fait transférés pour une lithographie. Et donc, il fallait tout de suite euh, incarner toutes ces nuances. Nous avons un autre commentaire en français. Pour cet exposé très intéressant qui témoigne de la richesse de votre russe et dès que je sais me débrouiller un peu, je viens exposer magistral. Спасибо вам, merci Эльс, pour votre commentaire. Я благодарю вас за такую интересную лекцию. Je vous remercie pour cette conférence intéressante. C'était la question qui témoigne de la richesse de vos talents et votre persévérance. Donc, vous m'avez donné envie de venir vous visiter. J'apprends le russe et dès que je sais me débrouiller un peu, je viens exposer magistral. Encore quelques questions. Je comprends que notre temps est limité et donc brièvement, vous savez, pendant le Covid, nous avons eu une table ronde magnifique consacrée au 60e anniversaire de en fait sortie dans le cosmos de Yuri Gagarin, dans lequel les cosmonautes russes et les cosmonautes belges ont participé. Également une cosmonaute française, la première cosmonaute femme, et quand on leur a demandé de dire qu'est-ce qui a été changé après leur sortie dans l'espace, dans leur vol. Et tous les trois, ils ont dit que la personne part en étant citoyen de son pays et revient en étant un citoyen de l'humanité, parce que dans l'espace, il n'y a pas de frontières entre les pays et les personnes, et dans le cosmos, dans l'espace,
Recording in progress. Наверное, можно сопоставить. Я бы даже сказал, что мы тоже, наверное, были в космосе, просто летели не очень высоко над поверхностью Земли. Все так. Ощущение сходное. Земля мала, она Et действительно... petite, les sensations sont les mêmes, semblables. Et quand vous traversez, contournez la Terre à la vitesse d'un cycliste sur cet océan infini, en compagnie des personnes, quand on se sent très perdu dans l'espace parce que on était très loin des routes maritimes connues, on ne voyait rien pendant des semaines sur notre horizon, seuls des baleines qui passaient à côté de nous. La seule chose qu'on ressentait, c'est cette sensation d'une en fait, qu'on change à l'intérieur, qu'on progresse à l'intérieur de nous. Et à un certain moment, j'ai compris que l'optimisme, cette envie de sourire, c'est le remède le plus important. C'est un trait qui nous permet de voir ce monde, de le traverser, en faisant partie de ce monde, en tombant amoureux de ce monde. Et il faut le faire ensemble avec les autres parce qu'on dit il est très important d'aller au cinéma parce que on peut ressentir ce qu'on voit sur l'écran avec les autres spectateurs à côté de vous. Et ici, c'est quelque chose de semblable. Quand vous voyez, vous avez 150 d'autres personnes sur le bord, sur le bateau, on ne peut pas se plaindre. On apprend à faire toutes les actions nécessaires, le sommeil, la veille avec les autres. Et on ne peut pas changer cela. Donc, on doit toujours sourire, être positif. Et peut-être ce n'est pas par hasard que notre expédition s'appelait les voiles du monde, parce que cela peut se faire seulement quand on est en équilibre avec les autres, quand on peut ressentir ce monde, quand on tombe amoureux de ce monde et on est en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Merci. Il y a encore une petite question concernant les traditions pendant la traverse de l'équateur. Je vous avais dit qu'il y avait quelques fêtes liées à la traverse de l'équateur. Oui, c'est une tradition qui a été née pas par hasard, parce que à côté de l'équateur, il n'y avait pratiquement pas de vent et c'était difficile parce qu'il faisait trop chaud. Et le capitaine, pour améliorer un peu l'état d'esprit, et nous avons inventé cette tradition de fête. Donc tout commence le matin quand on vérifie tous les donc poteaux de frontières et on va les montrer à tous les novices. Et ensuite, on va avoir notre rencontre avec Neptune. Bien sûr, on devait se préparer auparavant parce que tout simplement, Neptune ne nous laisserait pas entrer dans les eaux de l'équateur. Donc, la fête doit être à un très bon niveau. On ne peut pas juste raconter une poésie et chanter une chanson. Donc, les diablotins et les autres participants de ce carnaval vont être les examinateurs. C'est eux qui rencontrent tous les marins qui traversent l'équateur pour la première fois. Et donc après,
ses poésies, ses chansons. On devait pas traverser les épreuves. On doit par exemple, se rouler dans la boue, se couvrir de plumes. euh, et après ces traditions, après ces fêtes, on se sentait très bien. Ça faisait très chaud à notre cœur et donc on avait obtenu également le certificat signé par le capitaine que une telle et telle personne a traversé l'équateur. Personne ne ressentait plus cette chaleur tropicale. Les journées passent vite après la fête, donc il y a très peu de temps qui nous sépare de notre sortie prochaine, entrée pardon, prochaine dans un autre port, et nous nous sentions très réunis. Et même le capitaine, s'il traverse l'équateur pour la première fois, et même le marin, chaque marin va recevoir les mêmes certificats. Merci beaucoup pour cette fin optimiste. В том числе какой-то ритуал инициации, да? Donc, c'est une sorte de rituel d'initiation. Oui, bien sûr, parce qu'on devait également boire de l'eau salée. C'est la naissance des loups maritimes. On ne pouvait pas éviter ces rituels d'initiation. Vous savez, j'ai une autre question, mais elle nécessite une réponse longue, donc je ne vais pas la poser. Mais si possible, je vous demanderai de répondre à cette question par écrit plus tard ou pendant une autre conférence, parce que j'espère qu'on va se rencontrer encore sur notre plateforme du musée russe virtuel, parce que nous travaillons avec votre musée depuis longtemps. Quand vous avez commencé à raconter comment Cook avait vu l'Antarctide, vous avez parlé de ses réactions. Il avait trouvé qu'il n'y a rien à faire là-bas. C'est pas la peine d'accoster sur cette terre. Mais si on parle sérieusement, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Parce que maintenant, beaucoup de pays organisent des stations à long terme où on peut faire de recherches sur les minéraux différents. Et depuis ces 200 ans, depuis la découverte de l'Antarctique, qu'est-ce qui a changé depuis? Pourquoi avons-nous besoin de ce continent et quelles sont les perspectives? Si cela est possible, répondre à cette question. Я понимаю, что сейчас это очень большой Je вопрос. comprends que c'est trop long. Brièvement, quand même. Et si à ma place, il y avait un géologue, un botaniste, un physicien, il y aura une réponse différente. Parce que chaque représentant de ces sciences aurait eu sa propre explication. Pourquoi on a besoin de l'Antarctique et qu'est-ce qu'on peut y faire. Ici, je vais vous répondre en tant que représentant de la science des beaux-arts, où je travaille et c'est beau, c'est tout simplement beau. Et la beauté sauvera le monde, comme nous le savons tous, et il faut essayer de voir cette beauté. Et l'Antarctique, comme n'importe quel autre endroit de notre Terre, on doit l'aimer comme elle est et n'est pas autrement. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est beau. Donc, nous devons l'aimer. C'est votre conclusion. On va finir notre conférence par cette phrase. Encore une fois, nous avons eu le musée
de l'océan mondial à Kaliningrad russe. Nous avons eu Pavel Matveyets, le chercheur principal et le participant de l'exposition Les voiles du monde 2020, consacrée au 200e anniversaire de l'ouverture de l'Antarctique qui a eu lieu sur le bateau Sedov. Merci beaucoup à tous. On se verra la prochaine fois sur notre plateforme virtuelle. Recording Merci stopped. et bonne soirée.